Alors bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas. On vous voit souvent arpenter les festivals de l'imaginaire ces derniers temps. Il paraît même que vous arpentez le nord de la France. C'est des rumeurs. Alors qui êtes-vous? Je suis Stéphane Plateau, je suis un valeureux belge qui tâche, comme tous les Belges, de conquérir la France. Mais je le fais de façon moins violente que la plupart de mes compatriotes qui vont bientôt débouler, vous apprendre à dire déjeuner et pas petit déjeuner, et chicon et pas endive. Mais je le fais de façon littéraire avec la plume. Et voilà, donc en gros, je suis travailleur social dans une autre vie et écrivain dans une part croissante de ma vie. Vous n'êtes pas passé directement par des microstructures ou par des autres publications. Vous arrivez directement au Mouton électrique avec Manèche, qui est le premier tome d'une saga de fantasy. Oui. Ça s'est passé comment comment vous avez fait pour prendre déjà le contact avec les moutons et après comment ça s'est passé pour travailler sur la publication? Mais moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai envoyé mon manuscrit directement au Mouton, qui était mon premier choix d'éditeur, et qu'il a été signé en 48 heures. Donc, j'ai pas eu le parcours du combattant. Donc, c'est simplement, il faut savoir que les éditeurs, en tout cas les petits éditeurs de littérature de l'imaginaire, comme le Mouton, Nemos, Actu SF, Atalant, tout ça, ils lisent les manuscrits. Ils les lisent souvent même assez vite. Et donc, il y a réellement moyen de placer son manuscrit si vraiment il sort du lot, quoi. Et le travail avec André François était plutôt facile. Il y a eu beaucoup de modifications, beaucoup de choses à retravailler ou pas forcément? En fait, très peu. Très peu. Maintenant, il y a eu une petite étape préliminaire, c'est que la première personne à qui j'ai envoyé mon manuscrit, c'était Ayerdal, par un réseau de relations relativement lointain. Mais bon, c'était un peu le même test que d'envoyer un éditeur finalement. C'était voyons comment il réagit et voyons si ça passe bien. Donc c'est bien passé, c'est devenu un ami. C'est un peu lui qui m'a aiguillé en disant tiens, je pense que les moutons électriques te conviennent mieux, etc., etc. Et donc il y a eu un peu de travail avec Ayerdal, mais ça restait assez léger, un travail sur le passage au présent du récit principal, qui avant maniait différents temps, ce qui a fait gagner en fluidité au récit. Donc, et puis pour le reste, quand c'est arrivé du coup dans les mains d'André-François Ruot, il y a pratiquement pas eu de travail. En fait, j'ai mis 10 ans à sortir mon premier roman. J'ai rien envoyé tant que j'étais pas sûr d'avoir fait le truc dont moi j'étais content. Donc j'ai mis longtemps à sortir un peu de mon bureau. Et puis une fois que je l'ai fait, c'est passé, c'était relativement mûr du coup. Et qu'est-ce qui vous attire dans la fantasy? Parce que vous avez choisi un univers fantasy pour votre premier roman et pour Oui. la suite d'ailleurs. Mhm. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans le genre fantasy? Euh, Ce qui m'attire, c'est évidemment nos racines mythiques, historiques, voilà, qu'on a toujours envie d'explorer. Moi, quand j'étais enfant, j'étais bercé par l'Iliade, par l'Odyssée, par le Mahabharata hindou, par différents mythes. J'ai toujours adoré ça, donc forcément j'ai envie de m'y retrouver. Il y a le goût du Moyen Âge, le goût du chevaleresque, etc., qu'on continue à aimer en grandissant, mais différemment. Et puis il y a la puissance symbolique de la fantasy pour raconter des choses. Le fantastique comme la fantasy permettent finalement de parler de grandes thématiques, de parler de l'humanité, mais avec une forte puissance qui est due justement au fantastique. C'est que derrière un thème fantastique se cache parfois simplement une pulsion humaine, se cache une autre réalité qui est déguisée sous le vêtement de la magie. Là maintenant, la saga déjà comporte deux volumes, Manège, Shakti. Mhm. Il y a également une novella qui est parue, Dévoreur. Oui. Euh, Vous avez déjà toute cette histoire, tout cet univers en place dans votre tête avant de commencer ou bien vous l'étoffez au fur et à mesure? C'est les deux, hein, mon capitaine. J'ai d'abord, j'ai évidemment beaucoup de notes préliminaires. D'ailleurs, pour la petite histoire, je devais d'abord écrire ce qui se passe avant ma saga. J'avais une centaine de pages de notes de scénario, mais j'étais pas content des personnages encore. Et à un moment, je me suis fait une petite distraction. C'était d'abord d'ailleurs un background de jeu de rôle que j'ai eu envie d'écrire, et puis qui s'est modifié. Et puis tout cela, j'ai jamais été joué. J'avais mis en place mon univers en remplaçant un univers de jeu de rôle en fait, en remplaçant les elfes, les nains par des géants solaires, des géants lunaires, en donnant la possibilité de jouer des personnages demi-solaires, etc. Je dis, tiens, qui veut jouer dans mon univers amélioré.
Puis je suis de background, on n'a jamais joué, mais ça s'est développé en récit, le récit de Manèche, en fait son récit de vie, que j'ai continué à développer en roman. Puis finalement je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire le milieu et que là j'avais un fil qui était mûr. Donc j'ai laissé tomber ce qui pourrait devenir un jour une préquelle pour attaquer la saga actuelle. Et donc voilà, j'ai beaucoup de pages de notes sur l'univers, j'ai beaucoup construit aussi la structure de la saga, je continue à la construire à des tas de moments où je m'arrête d'écrire pour continuer à bâtir des éléments d'univers, à rajouter des idées, à aller plus loin dans le scénario. Et puis en même temps, quand j'écris, je continue aussi évidemment à étoffer beaucoup de détails, d'idées, ou même carrément de correspondances symboliques qui ne m'étaient pas encore apparues au début quand j'ai fait le scénario et qui me sautent aux yeux au moment où je les écris, quoi. Et c'est une mythologie un peu particulière que vous mettez en place, une mythologie qui en est un peu plus peut-être vers l'hindouisme ou des choses de ce genre. Et, c'est pas très commun dans la fantasy. Pourquoi ce choix-là en fait, en particulier? Alors, est-ce un choix? On écrit avec ce qu'on est, on développe un univers à partir de son propre univers mental et de ses propres souvenirs. Moi, j'ai vécu en Inde quand j'étais enfant. J'étais entre mes 4 et mes 6 ans, c'est une époque cruciale. Je n'ai pas vraiment de souvenirs antérieurs à mes 4 ans, donc mes premiers souvenirs sont en Inde. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à rentrer, à m'acclimater à la Belgique en rentrant, à m'acclimater à l'Europe. Et donc, ça reste un peu ma seconde patrie d'une façon ou d'une autre. J'ai vraiment des racines là-dedans. Donc ça a évidemment beaucoup joué. Mon univers, c'est un peu le royaume de l'héritage. C'est un peu comme si les Celtes avaient conquis l'Inde védique, l'Inde antique, ou le contraire. Et que les deux s'étaient intégrés en une seule civilisation qui avait évolué jusqu'au niveau de la fin du Moyen-Âge avec l'apparition de l'artillerie à poudre. Donc c'est pas les dieux hindous, c'est pas les dieux celtes, ce sont c'est une mythologie qui s'en inspire, qui fait des emprunts, qui les retravaille, etc. Mais c'est un mélange assez étrange, mais qui marche bien parce que ce sont deux peuples indo-européens et qu'il y a d'ailleurs des principes qui sont les mêmes, hein. On a les trois fonctions, on a des faits comme le sacrifice du cheval, qui est un sacrifice fait par le roi qu'on retrouve à la fois dans l'Inde védique et à la fois dans le monde celtique. Voilà, donc finalement c'est des mondes qui sont pas si éloignés en fait. En 2015, j'ai connu le prix Imaginal pour Manèche directement, premier roman. Ça fait quoi? Et est-ce que ça change sa façon d'écrire surtout? Ça n'a pas changé ma façon d'écrire. Ce qui fait évoluer ma façon d'écrire, c'est les retours, c'est les chroniques, c'est soi-même tout court, sa propre envie. Voilà, c'est un processus assez complexe de maturation de l'écrivain. Par contre, ce que ça change, c'est très gai parce que c'est vraiment un prix que je trouve vraiment important. Parce que c'est des Imaginales, que c'est vraiment le festival dédié à la fantasy en France, que c'est un jury de haut niveau, et puis voilà, c'est quand même quelque chose qui apporte beaucoup aussi dans la carrière d'un écrivain, je pense. Dans vos récits que vous avez déjà publiés, c'est-à-dire on se concentre sur les romans, Shakti et Manèche, vous aimez particulièrement enchasser des récits dans d'autres récits, parler de légendes au milieu de l'histoire principale, et pourquoi vous aimez faire ce genre de procédé? Pourquoi enchasser les récits plutôt que faire quelque chose finalement de tout à fait linéaire? Je pense que c'est les personnages eux-mêmes qui génèrent les digressions et ces digressions parfois prennent carrément la taille d'un roman parce qu'ils ont quelque chose à raconter, ils prennent corps, ils se développent dans mon arrière-boutique, l'arrière-boutique de mon esprit et ils finissent par acquérir une telle histoire que j'ai envie de raconter cette histoire et forcément je me dis tiens je ferais bien un petit insert et puis tiens finalement ça fait un roman cet insert. C'est assez diabolique comme processus mais je m'intéresse vraiment à l'humain et quand les histoires me touche, j'ai envie de leur laisser la place de s'exprimer, quoi. Et en Shakti, que vous avez publié un peu plus récemment, il y a une petite, au moins un petit abord, une petite touche écologique par rapport à la vision que vous avez de la nature, la vision que vous en faites part. Vous-même, vous êtes plutôt un problème qui vous préoccupe, vous aimez intégrer vos récits ou pas forcément? Alors moi, évidemment, ça me préoccupe très fort parce que c'est la perte de notre patrimoine naturel qui est en cours, cette extinction de masse et la perte d'espèces me touche profondément comme étant une perte inestimable de qualité de vie, de qualité de monde, tout simplement. C'est absolument horrible d'imaginer, par exemple, que tant d'espèces peuvent disparaître et aussi que des univers, alors les choses changent aussi naturellement, hein, donc il ne faut pas l'oublier, mais
pour moi, par exemple, imaginer qu'il puisse ne plus y avoir de glaciers dans les Alpes, moi qui adore la montagne, ça me rend fou, quoi. Ça me rend furieux. Maintenant, là, je travaille dans un monde qui est un monde traditionnel. Et dans le monde traditionnel, on n'est pas écolo. D'abord parce qu'il n'y a pas besoin de défendre la nature, et qu'au contraire, on est en lutte contre la nature. Donc ça change déjà la perspective, en lutte, entre guillemets, pour la maîtriser, la dominer. Et le but du jeu, c'est, tiens, j'ai cueilli du grain, mais en fait, ce serait bien si je pouvais maîtriser la pousse de ce grain de façon à être sûr que j'ai plus à manger. Et puis, tiens, si je pouvais exploiter la force de cet animal. Et donc, c'est une autre histoire à l'époque. Et la magie n'est pas distincte de ça. C'est ce commerce, cette relation avec les forces naturelles. Mais en même temps, il n'y a pas forcément le même sentiment d'être séparé de la nature. On en fait partie, on essaye de la dominer. Donc voilà, je pense qu'il faut surtout être attentif au fait que le rapport est différent. Et si on veut être juste dans la description d'une société traditionnelle, alors on n'est pas dans la perspective dans le cliché de gentils druides qui protègent la nature contre les méchants hommes, qui est un fantasme, qui est un plaquage de notre monde contemporain, quoi. Après ces deux volumes-là, donc vous avez publié Dévoreur, qui est une novella, qui s'inscrit dans le même univers que les deux romans. Là, on y aborde le mythe de l'ogre et en adoptant une dimension peut-être un peu plus horrifique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de cette novella qui est un peu à part dans ce que vous avez fait? Et puis est-ce que vous avez des projets du même type de novella ou d'histoires courtes du moins pour développer votre univers à côté de la saga principale? Alors moi j'adore le format novella en fantasy. Je pense à un format qui est actuellement réputé difficile à vendre, mais qui en fait a été un format nouvelle ou novella qui était un format qui était fort exploité en fait en fantasy au siècle passé. Je pense à Fritz Leiber, je pense à Conan, qui n'est pas du tout le Conan qu'on voit dans le film, mais qui sont des novellas plus subtils, plus riches. C'est un style c'est le format qui peut vraiment raconter des choses géniales en fantasy. Donc Dévoreur, moi c'est un bouquin auquel j'ai vraiment un fort lien affectif avec, parce que je n'en ferai pas deux comme ça. Évidemment, je ne traiterai pas une deuxième fois ce thème-là. C'est le mythe de Chronos en fait. C'est un mythe qui parle finalement de la place qu'on laisse en général aux générations futures ou qu'on garde pour soi-même, de l'acceptation de sa propre finitude et de cette acceptation dans le but de laisser la place aux générations suivantes. En fait, je pense que l'élément déclencheur de l'écriture de Dévoreur, donc comme vous dites, c'est une histoire d'ogre, pour moi c'est l'histoire du mythe de Chronos, c'est une créature qui peut manger les enfants, mais qui peut même manger ses propres enfants. Ça remonte à un cours de philo. En fait, on avait un prof de philo qui avait plusieurs cancers et qui avait un rapport avec la mort particulier, qui donc faisait un cours sur la mort, vivre sa mort. C'était un cours qui m'a vraiment marqué, dans lequel il disait avant on acceptait plus de mourir parce qu'il n'y avait pas une croissance agricole infinie, et donc on ne pouvait pas nourrir une population toujours croissante, même s'il y a eu des booms démographiques, notamment au milieu du Moyen-Âge. Et donc il fallait accepter de mourir pour laisser la place à ses enfants, pour les laisser hériter, pour les laisser... voilà, il fallait à un moment dire, moi j'ai fait mon temps, j'ai profité de la vie, j'ai eu ma vie, maintenant c'est à d'autres de le faire. Et c'est une forme d'altruisme. Je trouve que la mort est probablement un acte d'altruisme profond qui n'est plus courante dans notre monde, qui n'est plus... alors ça ne l'est plus parce qu'on a un monde où il y a un individualisme plus fort, l'individualité est perçue comme irremplaçable et plus précieuse. C'est un basculement qui arrive grosso modo au XVIIIe siècle, d'abord dans les élites. Mais en même temps, c'est important à retenir, puisque de toute façon, la mort, elle existe même au niveau mathématique. Je veux dire, même statistiquement, si on était invulnérable, statistiquement, même s'il y a une chance sur plusieurs milliards qu'on se prenne un jour un météore sur le coin de la gueule, un jour ou l'autre, si on attend assez longtemps, il se le prendra. Donc rien n'est immortel. Donc en fait, voilà, c'est ce thème-là, en fait. Et donc il y a des chroniqueurs qui ont vu, ça m'a vraiment fait plaisir, une fable sur la paternité. C'est vrai que ça parle de ça aussi, parce que la paternité, c'est aussi... et encore plus la maternité évidemment, mais bon là il se fait qu'on parle de personnage masculin, un sacrifice d'une part de son temps libre, de ses potentialités, mais pour quelque chose de supérieur et qui vaut la peine. Et puis il y a des chroniqueurs qui ont vu une métaphore de notre propre société qui grossit elle-même, puisque l'ogre grandit en mangeant des enfants, plus il en mange et plus il grandit. Est-ce qu'on veut soi-même
dévorer ce qui nous entoure, dévorer les potentiels futurs pour se surgonfler soi-même, accéder à l'immortalité, puisqu'en même temps ça lui donne une immortalité, ou est-ce qu'on veut justement savoir s'effacer humblement pour laisser place aux générations futures? Et donc, question logique, vous avez réservé quoi pour la suite? Les aventures, pour alors la saga, et puis à côté de cette saga, il y a d'autres projets? Alors les autres projets, je vais peut-être garder pour moi pour le moment parce que j'ai encore tellement de travail devant moi avec les 2 tomes restants pour la saga que c'est lointain. Alors évidemment j'ai des envies de novella, j'ai des envies de préquels puisque comme j'ai dit j'ai beaucoup de choses, j'ai encore d'autres choses à dire dans cet univers. Je pense que je vais rester longtemps dans le même univers parce qu'il m'est très personnel, que j'en ferai probablement pas un deuxième aussi personnel et que surtout pour moi c'est avant tout un cadre qui me permet de parler de l'humain et d'explorer plein de thématiques, donc j'ai pas tellement de raison de changer d'univers. Après ça sera à voir si l'attractivité reste la même pour le lecteur ou si je ne ferai pas à un moment bien de changer de crèmerie pour traiter des autres thèmes, mais je pense qu'il y a tellement à explorer dans un seul monde que le fait de développer ce monde et d'en voir d'autres ramifications, d'en voir d'autres aspects, un monde c'est infini, donc a priori je pars du principe qu'il n'y a pas de raison que je lasse et que le lecteur pourrait prendre plaisir à se retrouver chez lui familièrement dedans. Et donc oui, des novellas, d'autres romans, mais j'ai encore ce mur de saga à finir. Déjà finir la chose principale, et puis... Ce que je peux vous parler, c'est un peu de la suite. C'est vous dire que dans le tome 3, on va basculer dans un... En tout cas, on va continuer le récit de la courtisane et ça va basculer dans un univers plus urbain. On va le faire depuis plus longtemps. C'est vrai que le récit de Manèche reste très campagnard et forestier. Le récit principal est forestier, il est dans les grands espaces naturels, il est boréal. Le récit de la courtisane a commencé aussi dans des univers similaires, dans un grand rapport à la nature. Ici, on va basculer dans les villes. Donc je redévore des bouquins d'histoire médiévale qui font vivre les villes. Je lis des livres sur la pollution urbaine au Moyen-Âge, je lis des livres sur la condition des femmes, sur les marginaux, Voilà, donc c'est tout ça que je suis en train de mettre en scène et effectivement on sera fort, c'est un peu l'histoire d'une chute sociale et d'une relance recroissante sociale, entre autres, donc on parlera aussi des miséreux, des marginaux, des minorités, ça bascule aussi un peu je parle du récit de la courtisane, dans la social fantasy quelque part, osons le terme. Alors ça reste du fantastique, il y a de l'action, il y a des intrigues qui se nouent avec l'autre songe, avec l'autre monde, donc ça reste aussi, rassurez-vous, vraiment de la fantasy, mais c'est aussi une histoire humaine, une histoire sociale qui va... Je trouve que quand on s'intéresse aux petites gens, on fait vivre beaucoup plus le monde. Une saga qui ne s'intéresse qu'aux chevaliers, aux mages, aux princes, reste dans un monde de carton-pâte très superficiel. Moi j'adore les personnages humbles. J'ai un attachement fort par exemple envers Varagwin le batelier qui finalement, je me suis rendu compte après avoir écrit le tome 1 que c'était le personnage qui avait le plus agi sur l'intrigue, qui avait le plus pesé sur l'intrigue, que c'était pas les grands seigneurs, les bardes, les bramines qui avaient le plus pesé, c'était lui avec ses compétences de nageur et de conducteur de navire sur les fleuves et son courage et son envie, ses impulsions qui le font agir pour ce qui lui paraît juste. Et puis la saga principale, l'intrigue principale va continuer dans le Grand Nord à travers une forêt boréale de plus en plus fantastique et on entendra un peu plus parler vraiment, on explorera sans doute les sentiers des astres. Et pour finir, des coups de cœur récents, alors littérature, cinéma, série, comme vous voulez, mais des coups de cœur récents. Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor. C'est pas le livre le plus récent que j'ai lu, mais c'est vraiment le coup de cœur qui m'a le plus touché, parce que je dis faire de la fantasy humaniste et je pense que c'est ce qu'elle fait elle encore plus. Ça se passe dans une Afrique post-apocalyptique qui finalement n'est pas très différente de l'Afrique actuelle, enfin, pour certains secteurs de l'Afrique, puisqu'il y a aussi d'autres faces à l'Afrique. C'est l'histoire d'une sorcière qui est le fruit d'un viol interethnique et qui va affronter son père sorcier, qui est un grand génocidaire en chef, on va dire. Ça parle en fait de conflits ethniques, de viol comme arme de guerre, de viol de masse comme arme de guerre et d'excision. C'est quand même l'histoire de la sorcière qui fait repousser les clitoris, c'est quand même magnifique. Si vous dites en littérature générale, je vais faire un roman sur ces sujets,
beaucoup de gens ne vont pas le lire en se disant moi j'ai plutôt envie de m'évader, là, les infos c'est déjà assez glauque, il y en a assez, je veux lire des choses positives, etc. Tiens, ça t'intéresse une histoire de sorcellerie africaine? Ah oui, pourquoi pas, ça a l'air chouette ton histoire. Elle affronte son propre père, en plus c'est toujours un ressort fort. Et donc les gens vont lire, mais ils vont être aussi sensibilisés à ces grandes questions humaines que si c'était tapé un reportage. Et ça c'est bien. C'est bien parce que pour explorer des réalités si dures, la fantasy est à mon avis une des deux voies pour le rendre attractif et plaisant à lire, l'autre étant l'humour. Et là je conseille Là n'est pas obligé d'Amadou Kourouma sur les enfants soldats, qui arrive à parler de ce thème hyper dur d'une façon qui est juste hilarante, et c'est incroyable, quoi. Et bon, finalement, pour le dernier mot, pour conclure, France, Belgique, Hauts-de-France. Mon habitat, actuellement tourné avec Amélie ici présente, c'est-à-dire dans la banlieue de Lille en fait, mais dans la banlieue belge de Lille. Très bien. Ben, merci beaucoup Stéphane. Merci également.